Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararabia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus et merci pour votre fidélité. Je rappelle, vous allez pouvoir retrouver tous vos programmes sur notre page YouTube, nos réseaux sociaux, la page Facebook, les replays. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager le titre de l'émission. On va revenir sur les nouvelles sorties de celui qui a écrit il y a quelque temps l'énigme algérienne, Xavier Driancourt, qui connaît très bien le pays et les rouages, puisqu'il a été 2 fois notamment ambassadeur français à Alger. On va revenir sur ces nouvelles sorties. Il y a quelque temps, donc, il remettait en cause le système algérien avec une omniprésence de l'armée. On le réécoutera certainement tout à l'heure, avec des éléments précis qui notamment ont longuement été évoqués par le Hirak. Donc on pouvait à ce moment-là peut-être dire que voilà, ce que disait et ce qu'a défini donc Xavier Driancourt allait dans le sens du peuple, un peuple qui souhaite aujourd'hui donc un pays libre, un pays digne. Et puis là, on va revenir sur ces sorties puisqu'il remet en cause les accords de 1968. Ce sont des accords tout simplement qui permettent aux Algériens la libre circulation et qui permettent encore aujourd'hui l'installation. Je vais vous présenter nos invités sans plus tarder. On va leur donner la parole maximum de temps ce soir. Avec nous Hamid Lelou, directeur de Watching Independence Social à Washington. Bonsoir, cher Hamid Lelou. Bonsoir et merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie. Va venir nous rejoindre, ou il est peut-être avec nous, écrivain, conférencier. Est-ce que voilà, Nordin Aoussad va venir nous rejoindre dans un instant. Alors le temps peut-être qu'on l'appelle, puisque j'aimerais qu'il entende et qu'il écoute donc voilà. Alors c'est parfait, on a des magiciens en régie. Merci les équipes. Nordin Aoussad, bonsoir. Bonsoir Chaban, salam alaikum à toi et à tes invités, à Hamid Lelou, à tous nos amis, nos compatriotes algériens. Merci pour votre fidélité, écrivain, conférencier, universitaire. Et je rappelle que vous avez donc c'est d'actualité. Voilà, c'est vraiment l'actualité ce soir encore. Et ça sera l'actualité pendant, à mon sens, des années. Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu. Voilà donc ce que vous avez publié il y a quelques semaines. L'impossible divorce, entre parenthèses pourtant nécessaire. La définition des accords, on va d'abord écouter Driancourt, la réalité algérienne, c'était au mois de janvier, et ensuite on l'écoutera donc il y a quelques heures, notamment chez nos confrères de Sud Radio. La réalité algérienne n'est en effet pas celle qu'on nous décrit. Le régime corrompu de Bouteflika est tombé en 2019, et après des soubresauts, comme dans toute révolution, l'Algérie issue du Hirak Béni serait, nous dit-on, progrès, stabilité et démocratie. Or, tous les observateurs objectifs constatent que depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire, formé, on l'oublie, aux méthodes de l'ex-URSS, brutal, tapi dans l'ombre d'un pouvoir civil sans doute autant affairiste que celui qui l'a chassé, obsédé par le maintien de ses privilèges et de sa rente, indifférent aux difficultés du peuple algérien. Et sans plus tarder, un tout petit peu longue cette vidéo, mais voilà, juste derrière la réaction de nos invités, voilà ce que dit donc Xavier Driancourt sur les accords de 68. Qui a été passé donc en 68 et oui. La Fondapol, après avoir étudié l'immigration en Europe, oui, s'est aperçu qu'il y avait un sujet important en France qui était l'immigration algérienne. Et que l'immigration algérienne, c'est ce que j'appelle dans la note un angle mort dans notre politique migratoire, pour 2 raisons. Parce que d'abord, en raison de ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, les traités internationaux passent avant les lois et donc les Algériens sont régis par un accord particulier qui est l'accord du 27 décembre 1968. Et la deuxième raison, c'est que cet accord, on va peut-être en parler, prévoit un certain nombre d'exceptions au profit des Algériens. Ça veut dire, pour résumer,
Xavier Driancourt, qu'un Algérien qui veut venir en France a plus de chances qu'un Marocain ou un Sri Lankais ou... Oui. C'est pas qu'il a plus de chance, mais c'est que pour s'installer en France, c'est plus pour facile. avoir un visa de long séjour pour s'installer en France, il bénéficie de conditions plus favorables que les autres nationalités en termes de regroupement familial, en termes d'ouverture d'une entreprise. Une inégalité. Donc voilà, et ils ne sont pas régis par les lois françaises concernant l'immigration. Le Conseil d'État nous le rappelle, nous annule à Alger, nous annulait quand j'y étais, en rappelant que les Algériens ne sont pas régis par les lois concernant l'entrée et l'installation des nationalités en France, mais par cet accord. C'est la raison pour laquelle il faut dénoncer cet accord. C'est la raison pour laquelle j'arrive à la conclusion qu'il faut remettre à plat le dispositif. Alors soit on remet à plat tout l'édifice constitutionnel comme le proposent certains partis politiques, donc de s'exempter de cette fameuse hiérarchie des normes et de mettre en tête les lois françaises avant les traités internationaux. Soit on dénonce cet accord particulier, soit on s'en sert comme levier vis-à-vis de l'Algérie. C'est-à-dire on pourrait dire, voilà, donnons-nous 6 mois pour renégocier, pour remettre à plat le dispositif de 68 qui ne correspond plus aux conditions de 2023. Je rappelle que les lois internationales priment sur les lois françaises. Voilà, c'est bien. Les traités internationaux. Hein, je voudrais rappeler ça. Les traités priment sur les lois. Les traités. C'est l'article 55 de la Constitution. De la Constitution. Les traités. Et là, c'est un traité. Bon. C'est un traité, c'est un accord international. Qui a été révisé, mais peu. Voilà, finalement. qui a été révisé, mais pas sur le 85, 94, 2001. À la marge, oui. À la marge, oui, à la marge. Xavier. Voilà, réaction de nos invités. Alors, dans la série sur l'immigration, il n'est pas le seul. Rick Ciotti, les Républicains, députés. L'immigration n'est plus la bienvenue en France. Et puis, ministre donc délégué au compte public, porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, augmenter les contrôles sur les retraités étrangers. Notamment, il est revenu sur, bien évidemment, les Algériens. Voilà, notamment passer de 6 mois à 9 mois à résider en France pour pouvoir bénéficier de ces retraites, de ces aides sociales, entre autres. Nordine Aoussat, je vais commencer par vous. Tout simplement, une réaction, nouvelle sortie de Xavier Driancourt sur ces accords de 1968. Tout à fait. Je pense qu'il est temps aujourd'hui pour nous, les Algériens, pour notre pouvoir, je veux dire pour les pouvoirs publics, pour notre ministère des Affaires étrangères, de se rendre compte que la France, de plus en plus, par la voie de ces diplomates comme Xavier Driancourt, comme les 2 écrivains du mal algérien et d'autres aussi, qu'ils veulent refonder les relations entre la France et l'Algérie. Contrairement à l'Algérie, dont la politique étrangère vis-à-vis de la France, on ne sait plus quelle est cette politique, les Français, eux, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer de refonder ces relations, notamment qui passent par la dénonciation des anciens accords qui sont issus des accords de 1962, les accords d'Évian. Comme les accords d'Évian en 68, ils n'étaient plus d'actualité, ils ont été renégociés en 68, mais aujourd'hui, la réalité, comme le dit cet ancien diplomate, Xavier Driancourt, elle n'est plus d'actualité. C'est à nous, donc, Algériens, de voir qu'est-ce que nous voulons, quelle est notre stratégie vis-à-vis de la France, quelle est notre politique de l'avenir qui, de toutes les manières, on ne peut pas faire sans. Pareil avec nous Hamid Lelou de Washington, merci d'être là. Première réaction sur cette sortie, voilà, il remet totalement en question, hein, limite faudrait aujourd'hui mettre fin à ces accords de mai 68, de décembre 68, si je ne me trompe pas.
Oui, Khouya Chaban, comme vous l'avez bien précisé lors de votre introduction, c'est pas la première fois que l'ambassadeur Driancourt fait des sorties fracassantes, je dirais, sur l'Algérie, surtout depuis 2, 3 ans. Comme toute déclaration publique diplomatique de la part d'un haut fonctionnaire, qu'il soit français ou ailleurs, il faut toujours le prendre et dans la forme et dans le fond. On parlera dans le fond, j'espère qu'on aura assez le temps d'en débattre avec mon frère Nordine, mais je vais commencer par la forme parce que c'est ça le but de votre question. Pourquoi ces accords? C'est quoi ces accords? Ambassadeur Driancourt parle du fait que maintenant le contexte est différent, on n'a plus besoin des migrants algériens, travailleurs, comme ce fut le cas après les années 60 pour la reconstruction de la France, blablabla. Eh bien, c'est complètement faux et pour preuve, ce contexte dont il parle, il ne date pas d'aujourd'hui, le contexte a changé depuis presque 30 ans. Depuis 30 ans, la France n'avait plus besoin de cette immigration non qualifiée de maçons et de constructeurs francophones algériens pour venir construire les grandes tours comme la tour de Montparnasse et j'en cite d'autres. Donc le contexte n'est pas vrai. Et c'est là où on va rentrer dans le contexte international où, au fait, la France réalise maintenant, depuis quelques années, qu'elle n'a plus la primauté sur l'Algérie. Elle n'a plus cette supériorité technique sur l'Algérie. Bien que l'Algérie reste un protectorat français, mais pas que français. C'est ça qui a changé. Pendant 60 ans, on nous a parlé d'indépendance. L'indépendance, les Algériens l'ont savourée pendant quelques heures. Les Français ont été mis dehors par nos aïeux par la grande porte, par la porte de devant, mais ils sont rentrés par la porte de derrière ou par la fenêtre du jardin grâce à leurs enfants illégitimes qui continuent à sévir en Algérie. Ce qui a changé, le contexte qui a changé, c'est que l'Algérie, la France n'a plus la même mise sur l'Algérie. Elle ne bénéficie pas d'autant de privilèges économiques, financiers et régionaux en Algérie comme fut le cas pendant 30 à 40 ans. Maintenant, il y a les Chinois qui les bousculent, il y a les Russes qui les bousculent, il y a les Turcs qui les bousculent, et puis il y a d'autres nations qui arrivent. C'est ça le contexte qui avait changé. Le seul contexte qui a changé, c'est que la France n'a plus la même assise en Algérie qu'elle avait il y a quelques années. Nordine Aoussad, peut-être ça rejoint le livre que vous avez commis il y a quelques semaines. Vous êtes d'accord avec ça ou aujourd'hui, en 2023 Non, oui. Alors allez-y. Je ne suis pas d'accord, hélas, avec cette analyse et ce regard de Hamid Lellou. Le blablabla dont parle Hamid Lellou, je pense qu'il est loin de la réalité. Xavier Driancourt, on en a déjà parlé une fois. Je pense que Hamid Lellou est loin de réaliser la vision que Xavier Driancourt essaye d'impulser dans la politique franco-algérienne. Xavier Driancourt a commis l'année dernière, fin décembre, ce petit livre sur les accords d'Évian et les réactions internationales à l'indépendance de l'Algérie vues par les chancelleries étrangères. Xavier Driancourt a écrit tout un livre dans lequel il analyse froidement les relations entre l'Algérie et la France. Regarder les choses uniquement du volet économique serait très réducteur de ce que Xavier Driancourt pose comme question. En 1962, quand il y a eu les accords d'Évian, il était question de la libre circulation entre l'Algérie et la France, parce que la coopération, l'Algérie était censée rester avec des relations de coopération très très larges avec la France. Mais seulement les choses ont changé après 62 et donc 68 était censé mettre fin à la libre circulation. Et quand je dis la libre circulation, c'est d'abord les personnes
ensuite les biens et les services. Et donc il y a eu ces accords de 68 qui réduisaient la libre circulation, mais qui laissaient des privilèges énormes pour l'Algérie. Aujourd'hui, la France n'est plus dans ce contexte-là. Elle veut, la question du contrôle de la migration est importante pour la France. C'est d'ailleurs le sujet de la prochaine session parlementaire et c'est un débat interne. Et c'est dans cette optique-là qu'il cherche à remettre l'Algérie à ce qu'il maîtrise du moins sur cette partie qui est ceux qui viennent d'Algérie et qui ne sont pas des binationaux. Donc, je pense que au lieu de jeter la pierre et de revoir les choses uniquement sous l'angle très réduit de l'économie, il faudrait voir les choses de façon large parce que les relations de l'Algérie avec la France, avant d'être des relations économiques, elles sont d'abord des relations humaines, tant il y a à peu près 10 millions, je dis bien au bas mot, de personnes, d'humains, d'hommes et de femmes qui sont concernés, qui lient ces deux pays. Merci Nordine Aoussat. Alors Hamid Lelou, bien sûr, c'est le but de ces plateaux, c'est de vraiment d'échanger, de réagir. Vous pourrez réagir bien sûr à ce que vous avez entendu. On va écouter tout de même ici Xavier Driancourt chez nos confrères de Sud Radio. Alors je rappelle juste aux téléspectateurs que cette note, elle a été présentée comme une étude publiée par le think tank français de droite tout de même, Fondapol. Droite même et extrême droite pour un peu les situer, même si certains remettront ça en cause. Voilà pour l'info. On va écouter ici Xavier Driancourt qui dit justement que les Algériens détestent la France. Driancourt. Donc les Algériens ont plus de facilité à venir dans notre pays. Et pourtant, vous l'écrivez, vous l'avez écrit pas dans la note, mais vous l'avez écrit à plusieurs reprises, la France est assez détestée en Algérie. C'est un paradoxe, oui, c'est un paradoxe. Et je regarde les réactions dans la presse algérienne aujourd'hui, suite à la publication par la Fondapol de cette note. C'est l'indignation. Comment ose-t-on toucher au privilège, dit-on? Le terme privilège dans l'hebdomadaire Echourouk est employé au privilège des Algériens. Donc il y a bien la conscience qu'il y a un régime particulier qui, dans les conditions d'aujourd'hui, n'est pas destiné à durer. Régime particulier, les Algériens veulent des visas, que les choses soient claires. Ils veulent des visas, oui. Que les choses soient claires. Ils veulent des visas. Alors, pour obtenir un visa de court séjour, ils sont soumis aux règles de Schengen. Mais pour s'installer en France, c'est cet accord de 68. Bon. Que faudrait-il faire? Réduire le nombre de visas accordés aux Algériens aujourd'hui On l'a déjà fait, je crois. Il faut jouer sur plusieurs touches du clavier, si je peux dire. Il y a le nombre de visas, il y a les discussions, les négociations, il y a la menace à tout le moins de dénoncer cet accord. Oui, parce que finalement, ces dirigeants algériens ont été élevés politiquement dans l'idée que le rapport de force est le seul rapport qui compte, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact. Et donc, on pourrait... C'est assez soviétique, ça. On pourrait leur donner un délai pendant lequel on s'efforce, on doit arriver, aboutir à un nouveau dispositif. Et au bout de ce délai, si nous n'avons pas renégocié, on dénonce l'accord. Voilà, il y a plusieurs... C'est de la Pourquoi ne le faisons-nous pas ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, monsieur Bourdin. Moi, je l'ai suggéré, je l'ai écrit lorsque j'étais à Alger, je l'ai écrit dans le livre sur lequel vous m'aviez invité, je l'ai écrit dans le Figaro, je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc, on voit bien, vu les réactions algériennes aujourd'hui, que c'est un dossier très sensible. C'est un dossier très sensible. Et du côté français, on a toujours hésité à braquer les Algériens. Pourquoi est-ce qu'on hésite ?
Alors Hamid Lelou, alors d'abord, je vous réinvite bien sûr si vous le souhaitez, hein. On est en direct et chacun s'exprime comme il le souhaite. C'est le but de votre chaîne El Maralbia. Plusieurs éléments. D'abord, peut-être ne pas mélanger les générations. Je ne pense pas que tous les Algériens détestent la France, loin de là. Et puis il parle des visas. Il ne faut pas oublier que il y a plus de 300 ministres, il y a des députés, il y a des dirigeants, il y a des généraux, il y a même des ministres, hein, qui rentrent le jeudi pour repartir le lundi et qui eux-mêmes négocient chaque année pour bénéficier de ces aides. Hamid Lelou. Alors d'abord, j'aimerais bien réagir brièvement au constat ou à la remarque de mon ami Nordine. Moi, ma lecture n'a jamais été réductrice. Ma lecture sur les relations algéro-françaises ou franco-algériennes, elle ne se limite pas qu'à l'aspect économique, il y a l'aspect humain, l'aspect historique, sociologique, etc. Donc je n'ai pas ignoré ça, sauf que je dis que maintenant les Russes surtout et les Chinois, ils ont pris le dessus sur beaucoup de choses, y compris sur le côté social, le côté économique, le côté sécuritaire, le côté politique, l'armement, l'intervention dans la région, le bassin méditerranéen, le Sahel, etc. Donc les Chinois et les Russes ne font pas que du business, ils font beaucoup de choses pour laquelle la France avait l'exclusivité pendant longtemps. Le deuxième point, je suis d'accord avec Nordine, que l'immigration est un problème crucial en France, que c'est très important, que les Français règlent leurs problèmes d'immigration. Donc, il n'y a pas ce problème. La chose à laquelle il faut faire très attention, ambassadeur Driancourt, à la retraite bien sûr, mais il était aussi un agent important des services français. Donc tout ce qu'il dit n'est pas que vérité. Il dit beaucoup de vérité, mais il dit aussi des choses qu'il a envie de dire, il a envie de faire passer des messages. Alors, quand il dit, par exemple, les Algériens ne nous aiment pas, ça, c'est les extrémistes qui sortent ça. Ils sortent ça aux États-Unis, ils sortent ça partout. Nous contre eux, ou eux contre nous, ou bien la formule « ils ne nous aiment pas ». Ça, c'est connu, ça, c'est le message qu'on envoie à une population ou à une audience ignorante qui ne connaît pas. Il parle comme ça aux Français qui ne connaissent pas l'Algérie pour leur dire « voilà, les Algériens ne vous aiment pas ». Mais il y a une chose qui est positive par rapport à tout ce vacarme de l'ambassadeur Driancourt. Comme j'ai dit, le timing il est très important. Il faut dépoussiérer certains dossiers. À titre d'information, cet accord de 68 a bénéficié plutôt aux privilégiés algériens. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Algériens, beaucoup de Français bien sûr, mais beaucoup d'Algériens ne connaissaient pas ça. Et d'ailleurs, une bonne chose pour notre communauté algérienne, les Harraga, c'est peut-être une bonne nouvelle pour eux, c'est de se constituer en collectif et d'embaucher des avocats qui connaissent le sujet Algérie-France pour qu'ils puissent bénéficier d'une carte de séjour, parce que selon les accords de 68, si j'ai bien compris, les Harraga algériens, une fois qu'ils sont sur le sol français, ils ont beaucoup plus de chances de régulariser leur situation que d'autres immigrés, d'autres nationalités. C'est ça l'aspect le plus important et le point le plus particulier. Ce n'est pas la facilité aux Algériens de venir d'Algérie en France, mais la facilité qu'ils auront à s'installer une fois qu'ils sont sur le sol français. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour les Harraga. Moi, si j'en étais un, je formerais un collectif avec un avocat pour défendre les intérêts des Harraga algériens en France.
Merci Hamid Lelou. Nordine Oussad, d'abord, c'est bien beau dire que certains Algériens détestent, alors je ne sais pas si c'est le mot, la France, mais il y a aussi des Français qui n'apprécient pas spécialement l'Algérie. Et puis à l'inverse, on n'est pas contre avoir accès au gaz, par exemple, à certains hydrocarbures. Je vous laisse répondre, Nordine Oussad. Et puis aussi peut-être une question de politique générale. Est-ce que vraiment les visas, l'immigration, c'est vraiment le problème? Est-ce que tout ça, c'est pas politique? Est-ce que tout ça aide pas quelque part un peu le Front National? Parce que là, on voit quand même qu'avec Xavier Driancourt, il tend souvent dans ses propos peut-être à l'extrême droite. Et un peu plus tard, mais j'y reviendrai, est-ce que tout ceci, c'est pas aussi peut-être pour parasiter la venue ou pas du président algérien en France? Écoutez, on ne sait pas, il y a trop de questions, elles sont nombreuses, hein, d'accord. Il y a certainement la question de la venue du président ou la prochaine ou l'éventuelle venue du président Abdelmadjid Tebboune en France. Oui, bien sûr, elle y est, celle-là. Il y a aussi la question des visas, bien entendu. Et tout ça est mêlé et entremêlé. C'est une question complexe parce qu'il y a l'histoire, il y a la géopolitique à laquelle a fait allusion tout à l'heure mon ami Hamid en parlant du Sahel, par exemple, où la France a encore besoin du soutien de l'Algérie dans cette région. Il y a aussi le fait que la France et l'Algérie, ce sont deux pays qui sont inséparables et en même temps, ils n'arrivent pas tous les deux à dégager vraiment des relations stratégiques fondées sur des intérêts communs. Ils sont plus dans la méfiance, ils sont plus dans la défiance, ils sont plus dans la suspicion et en même temps, ils sont forcés à se caresser dans le sens du poil. On fait beaucoup de bruit diplomatique pour peu de relations, de contrats, d'accords. Voyez juste, ça fait 10 mois que Emmanuel Macron est venu en Algérie. Une grande visite qui a duré 3 ou 4 jours. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette visite? Tous les chantiers qui ont été annoncés, notamment dans la recherche, dans la cinématographie, dans les startups, dans la production pour l'aide aux jeunes. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Prenons la visite aussi du Premier ministre et avec 16 ministres, plus de la moitié de son ministère qui sont venus en Algérie. Quelles sont les retombées aujourd'hui dans cette visite d'État du Premier ministre avec tout son gouvernement? Il y a très peu de choses. Il y a très peu de choses. C'est pour cette raison. Et regardez, on n'est même pas capable d'arrêter. Alors, ça rime à quoi? On en avait déjà parlé, mais c'est bien de le souligner. Effectivement, 7-8 octobre, Elisabeth Borne se rend en Algérie avec 16 ministres. Donc, c'est un conseil des ministres en Algérie. C'est jamais arrivé. Et 90 personnes dans le week-end du 29 au 31 août. On a vu Emmanuel Macron se rendre en Algérie, déambuler, faire même, entre guillemets, excusez-moi, un peu le fanfaron du côté d'Oran, si je puis me permettre. Mais ça rime à quoi ces moments, du coup, en fait? Ça rime au fait que les Français, ils se sont rendus compte que l'Algérie, malheureusement, elle est emprisonnée, elle est dans sa reconstitution interne du système ou du régime algérien, de se refonder une légitimité, d'asseoir une stabilité, et ils ne sont pas capables d'avoir une politique étrangère solide. Et de parler, je dirais, comme le dit souvent Abdelmadjid Tebboune, mais sans conséquence, de parler tête à tête, de parler de partenaire à partenaire, gagnant-gagnant. Donc, la politique, pour faire très court, la politique algérienne,
il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. La politique algérienne, c'est-à-dire la politique française vis-à-vis de l'Algérie, elle ne rentre pas dans les relations étrangères, mais elle rentre dans les relations internes. Quand il parle de l'Algérie, c'est par rapport au nombre de ressortissants algériens irréguliers, c'est par rapport au nombre de personnes binationaux qui sont concernées, qui font des allées et venues entre l'Algérie et la France par centaines de milliers, pour ne pas dire par millions chaque année. Et donc, ça rentre dans ça. Et il est temps de mettre fin à tout cela et de refonder une autre politique étrangère vis-à-vis de la France. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un gouvernement, c'est ça la question, en Algérie qui a refondé une autre légitimité, notamment une légitimité démocratique. C'est ça, c'est ce que j'allais évoquer effectivement. On en revient toujours à cette même problématique, projet politique en Algérie, ouverture du champ médiatique, du champ politique. Je rappelle aux téléspectateurs qui ne maîtrisent pas spécialement, notamment la géopolitique algérienne, mais a priori nous sommes à quelques semaines de cette échéance, notamment d'élections présidentielles, et actuellement il n'y a rien du tout. On n'entend rien ni à l'Assemblée ni au sein des médias. Les visas. On écoute ici l'ancien ambassadeur nous parler des visas. Je crois que les visas en Algérie, on a du mal à s'en rendre compte en France de l'importance du rôle des visas en Algérie. Et là, on voit que la France, c'est en Algérie de la politique intérieure algérienne. Ouais. C'est-à-dire, on critique la France, mais on demande des visas. On demande des visas parce que chaque Algérien a un frère, un oncle ou de la famille en France. Et puis parce que voilà, ça fait partie du mode de vie normale. Pendant 132 ans, on circulait entre les deux pays. Les visas n'ont pas existé jusqu'en 1986. C'est Jacques Chirac, Premier ministre de François avant Mitterrand. 86, ça les a pas. établis pour l'ensemble des pays du monde entier, à la suite des attentats de Paris faits par le reste des Algériens à l'époque. Et donc le visa est quelque chose d'anormal dans la population algérienne. Et donc il y a un droit à circuler, un droit fondamental à circuler et à venir en France. Donc les Algériens n'admettent pas le rôle du visa, alors que pour nous c'est quelque chose de normal. Droit notamment à l'accès à l'international, c'est un droit qui devrait exister, la liberté de circulation. Hamid Lelou, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais ce problème de visa aujourd'hui, la grande question qu'il faut se poser, c'est où est le pouvoir algérien? Pourquoi ne met-il pas en place depuis maintenant des décennies un développement en termes d'éducation, en termes d'université, d'emploi, de faire en sorte que les Algériens puissent s'épanouir? On a vu dernièrement une vingtaine de lauréats venus d'Alger, d'Oran, de Tlemcen, de Tizi Ouzou, de Béjaïa être récompensés, honorés au Canada. Parce que si on s'intéresse vraiment à l'Algérie, c'est ça le problème de fond de ces visas. Alors le problème de l'Algérie et de la France, leurs relations, elles sont basées sur un rapport de force très déséquilibré, en faveur de la France, bien sûr. Ça, c'est un. De deux, ce que Nordine avait appelé la politique intérieure française quand il s'agit des affaires algériennes, et d'ailleurs, l'ambassadeur Deriancourt a dit la même chose quand il a parlé de visa, montre et dénote de statut de l'Algérie par rapport à la France, parce que les Français, la France officielle, continue à voir l'Algérie comme un protectorat. Je suis désolé. Et pour preuve, on se demande pourquoi Tebboune ne va pas en France. D'ailleurs, je ne vois pas l'utilité. Pour moi, ce n'est pas mon président, donc la question ne se pose même pas. Mais pour les Français, ce n'est pas important. La visite du président français en Algérie est beaucoup plus importante et même utile que la visite d'un président algérien en France. Pourquoi ?
Parce que le président français, dans sa tête, et d'ailleurs en réalité, il se comporte comme le président en charge des affaires algériennes. Vous l'avez rappelé, un conseil des ministres français qui se fait à Alger. C'est symbolique, mais la symbolique, elle est très importante en diplomatie, en relations internationales. C'est pas par accident. Ils l'ont fait en Algérie parce qu'ils veulent montrer au monde qu'ils ont la même mise sur le régime algérien. Je continue à dire, l'Algérie continue à vivre sous le protectorat français. La visite du président Tebboune, soi-disant, qui n'est pas président, les Français, ils savent qu'elle n'est pas importante, qu'elle n'est pas utile, qu'elle n'est pas nécessaire, et ça ne changerait rien du tout. Parce que leur interlocuteur en Algérie, ce ne sont pas Tebboune, mais plutôt Chenguereha, puisque Chenguereha, il est parti en France. Ça y est, on n'a pas besoin de sous-fif, on n'a pas besoin du numéro 2, 3 ou 4. Ça y est, c'est Chenguereha qui commande l'Algérie. D'ailleurs, même Chenguereha, je me pose la question. Donc, on n'a pas besoin de Tebboune pour venir. Et du coup, cette relation Algérie-France, elle est faussée depuis le début. Nous leur prenons les joueurs professionnels qui sont formés en France, mais qu'est-ce qu'ils prennent, eux? Ils prennent les médecins, les ingénieurs, les docteurs, les architectes, et j'en passe. Donc, ce développement humain dont vous parlez, dont l'Algérie a besoin, ben, la France continue à en profiter parce que le système était illégitime et il continue à soutenir ce système illégitime qui va continuer à produire de la valeur ajoutée à la société française. Faites vos comptes. Combien ça coûte de former un ingénieur algérien? C'est 13 ans d'école, plus le bac, plus 5. Ça fait presque 20 ans. Vous payez pour la scolarité d'un gamin algérien. 20 ans après, il part en Algérie, en France. Combien elle a coûté à la France? Rien du tout. C'est-à-dire que la France, déjà, s'ils se plaignent de leurs problèmes, moi, je n'ai rien contre la France, mais s'ils continuent à se plaindre de leurs problèmes et dire que c'est l'Algérie, il faut penser qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 130 ans, sans compter ce qu'ils ont fait les 60 dernières années à profiter de tout le capital algérien. Et voilà la situation. Nordine Oussat, pour résumer un peu les derniers mots de Hamid Leloup, quelque part, en fait, on a toute une classe politique en France qui critique les visas, l'immigration, ils viennent, il y en a marre, mais en fait, ça arrange la France parce qu'on a tous ces talents, ces penseurs, ces chercheurs, ces scientifiques qui, grâce, encore une fois, à cause de ce manque de développement, ce manque de projet politique du pouvoir algérien, eh bien, ça profite à la France. Donc, ça arrange les Français, notamment le pouvoir français. Bien entendu. Tout à l'heure, si Chaban, tu avais cité qu'il y avait aussi de la détestation en France vis-à-vis de l'Algérie. Oui, il y a tout un courant politique qui n'est pas négligeable en France, qui nourrit et qui vit et qui cultive cette détestation de l'Algérie, notamment toute l'extrême droite et la droite populaire. Déjà le papa de l'actuel chef de file de ce qu'ils appellent le Rassemblement national, mais dont il est question ces jours-ci de son héritage ou bien plutôt de ses racines qui sont connues, donc Vichy et le reste. Bien entendu, il existe. Il n'a jamais été aussi présent dans l'Assemblée nationale, au Parlement, que cette fois-ci. Il fait la pluie et le beau temps, et c'est une variable, pas seulement une variable d'ajustement, mais c'est eux qui font pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc demain, le prochain président de la France, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais je présume et je pense que ça sera quelqu'un de droite. La gauche, elle est encore exsangue, elle n'est pas capable de présenter un candidat. Et justement, parmi ceux qui sont pressentis, on en parle, Journal Marianne, je l'avais montré la semaine dernière ici, l'actuel ministre de l'Intérieur qui mène les débats sur la politique de l'immigration et qui n'est pas favorable à la révision de cet accord de 1968, il est pressenti comme
futur candidat à la présidentielle et donc il a plus intérêt à caresser dans le sens du poil par rapport à l'Algérie. Donc la question des visas, elle est importante. Malheureusement, elle est surtout importante parce que les Français continuent toujours à délivrer des visas, mais uniquement, et c'est ce qu'ils voudraient faire d'ailleurs, hein, la révision de cet accord de 68 pour encore choisir davantage leur Oui, on vous a perdu, enfin on vous entend, cher Nordine Aoussat. J'espère que vous n'avez pas subi une coupure de courant. Je reviens à vous dans un instant. Je voudrais quand même qu'on réécoute ici Xavier Driancourt. L'Algérie va mal, c'était récent, c'est notamment en janvier. L'Algérie va mal, beaucoup plus mal que les observateurs ou les rares journalistes autorisés le pensent. 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Partir où, si ce n'est en France, où chaque Algérien a de la famille. On ne compte plus aujourd'hui ceux qui demandent un visa dans le seul but de ne faire qu'un aller simple, c'est-à-dire de rester d'une façon ou d'une autre en France avec l'espoir d'être un jour régularisé. Voilà, il fallait le réécouter. Alors, il évoque 44, 42 millions, mais c'est vrai que malheureusement, ils sont nombreux et on ne parle même pas des haragas. On a une pensée pour les familles. Messieurs, il nous reste 8 minutes d'émission juste derrière l'édito de Jamaldine Benchenouf. Je voudrais juste avoir peut-être votre réaction puisque le président algérien a reçu hier le docteur Shems Hedin Harafis, qui est le recteur de la mosquée de Paris. Alors, je rappelle aussi que le recteur a reçu la Légion d'honneur par le président français et qu'il avait même appelé à soutenir et à voter aux législatives. Question assez simple pour vous. Cette rencontre, c'est est-ce que le recteur est aussi allé faire de la politique, peut-être passer un message pour l'éventuel arrivée du président algérien. Alors, on rappelle tout de même que la mosquée de Paris organise aussi des événements, réunit un certain nombre de jeunes de la diaspora. Alors quelle diaspora, c'est une question qui peut se poser, mais il y a aussi des choses qui sont faites et ça on ne peut pas non plus le négliger. Hamid Lelou, s'il vous plaît. Moi, j'ai l'impression que c'est un constat d'échec de la part du régime algérien, d'un constat d'échec de ces ambassades, de ces consulats. Faire appel à la mosquée de Paris, c'est faire appel à la communauté algérienne établie en France en particulier, mais qui est sous autorité française. Pour moi, c'est court-circuiter l'ambassade algérienne à Paris et les consulats annexes. C'est ça ce que ça veut dire. Vouloir contrôler la communauté algérienne, la diaspora algérienne établie en France à travers la mosquée, parce qu'on sait que la mosquée, c'est une institution française, hein, ça il faut être d'accord là-dessus, qui est gérée par des Algériens, mais qui ont un intérêt franco-algérien. Ce sont les services français et les services algériens qui contrôlent la mosquée de Paris. Mais le travail qui peut être fait par notamment la mosquée de Paris, ça peut être un relais intéressant parmi tant d'autres pour réunir des jeunes. La mosquée, que je sache, la mosquée, c'est pour la religion, c'est pour les prières. On n'a pas besoin, on n'a pas le droit de mélanger la politique avec la religion. C'est dans la constitution algérienne, c'est la constitution. Quoique l'islam, c'est la religion d'État, mais c'est dans la Constitution française. Et pourtant, même s'ils l'utilisent comme relais, c'est toujours politique et ça devrait être éloigné. Moi, je ne comprends pas, sauf le fait qu'elle soit contrôlée par les services algériens et les services français. C'est pour ça qu'on fait appel à cette mosquée pour pouvoir un petit peu faciliter le travail qui n'a pas été fait par l'ambassade.
Nordine Aoussat, voilà, question, est-ce que c'est politique? Alors ça peut être purement politique, mais ça peut être aussi culturel, ça peut être aussi des activités civiques, des échanges, ou est-ce que c'est réellement politique dans le but peut-être de communiquer, de préparer, sans spéculer, mais une certaine diaspora à l'éventuelle présence du président algérien, parce qu'on se rappelle quand même que au Portugal, on ne peut pas dire qu'il a été accueilli comme il se doit aussi par la diaspora. Il faudra clarifier que la mosquée de Paris a peu d'incidence sur la société française. Les musulmans, la communauté musulmane, c'est une mosquée qui est située dans un endroit, elle est la seule pratiquement dans l'arrondissement, donc elle est très fréquentée. Il y a des campus universitaires, il y a des bureaux tout autour, donc depuis toujours, elle est fréquentée. Mais l'influence de la mosquée de Paris sur les musulmans de France, elle est très, très faible, pour ne pas dire qu'elle est totalement absente. Sinon, il n'y a malheureusement pas de politique au sens noble du terme, au sens positif du terme. Il y a de la politique politicienne. La rencontre du recteur de la mosquée de Paris avec Tebboune relève de la politique politicienne, parce que le recteur de la mosquée de Paris, malheureusement, a commis la faute la plus grave d'atteinte à la séparation entre le politique et le religieux quand il a... Apparemment, on vous a perdu, Nordine Aoussat, on va... Ah, c'est bon. Celui-là. Donc, je disais, nous avons vu comment il a été reçu lors des festivités du 5 juillet dans la tribune officielle. Tout cela ne rime à rien, d'autant plus que la France veut que l'islam de France, l'islam en France, sorte totalement de ce qu'on appelle l'islam des consulats ou l'islam des chancelleries, et pour qu'il devienne un islam mené par des acteurs locaux pour le bien des ressortissants musulmans locaux. Qu'on en finisse. Justement, tu as fait allusion tout à l'heure, Chaban, à cette réunion qu'allait organiser la mosquée de Paris pour la diaspora algérienne, les entrepreneurs notamment algériens. Je ne vois rien de ce que vient faire la mosquée de Paris. D'ailleurs, pour corriger Hamid Lillou, malheureusement, elle n'est pas contrôlée. Malheureusement ou heureusement, je dirais tout simplement, elle n'est pas contrôlée par les services français. La mosquée de Paris a un statut particulier. C'est une société des habous dont le siège est d'ailleurs dans une ville algérienne et qui relève du droit algérien et non du droit français. D'ailleurs, c'est un grand problème. Mais en soi, il y a plusieurs... je profite de votre présence parce que vous êtes... D'abord, vous avez longuement écrit là-dessus. Vous êtes imam. Il y a plusieurs mosquées en région parisienne qui en parallèle, effectivement, des moments de prière, font aussi un travail éducatif, qui travaillent parfois sur des sujets laïques, surtout parfois des cours aussi de langue. Et puis, je crois aussi que vous en avez déjà donné. C'est des choses plutôt positives, ça, d'éclairer, d'éveiller les consciences dans ce sens, en plus effectivement du côté cultuel. Juste une remarque, Chaban. La mosquée de Paris, ça ne fait que depuis un an et demi, 2 ans maximum, qu'on fait un prêche en langue française. Alors que moi, en 87, à Aix-en-Provence, dans notre petite mosquée du centre-ville, on faisait déjà des prêches en langue française. Pourquoi ? Parce que la communauté musulmane de France, elle est constituée pour les 3/4 de gens francophones quand ils ne sont pas, qui sont du tout pas arabophones. Merci. Donc, la mosquée, je pense qu'elle est la dernière à nous donner des leçons d'intégration.
Merci infiniment, merci cher Hamid Lelou d'avoir été avec nous, fidèle de Washington. Et Nordine Aoussad, je rappelle, Algérie-France, 60 ans après le cessez-le-feu. Vous avez misé juste, hein, Nordine Aoussad, parce que c'est un livre qui est vraiment intemporel, l'impossible divorce, entre parenthèses, pourtant nécessaire. Demain, si vous le souhaitez, rendez-vous 15h au cimetière devant l'entrée principale du cimetière de Pantin en Seine-Saint-Denis. Voilà, Pierre Audin, mathématicien, fils de Maurice Audin, est décédé. Il a poursuivi les combats de ses parents, notamment de sa maman, tout au long de sa vie, pour faire reconnaître notamment l'assassinat de son papa Maurice Audin. Donc c'est demain 15h au cimetière de Pantin en Seine-Saint-Denis. Merci à toute l'équipe. Dans un instant, mon ami confrère Jameldine Benchenouf est juste derrière. El Ram Koumassoir.